L'intelligence artificielle, ça va résoudre ce genre de situation. Mais le truc qui m'intrigue dans cette histoire-là, c'est que moi, j'avais l'impression que le numérique, c'était déjà censé résoudre tous ces problèmes dont on parle. Il s'est trouvé à faire la corvée alors que l'IA faisait la peinture pour lui. Et on est obsédé par le problème qu'on essaye de résoudre, et peut-être qu'on réfléchit pas assez aux problèmes que nous, on est en train de créer avec nos solutions. On a besoin de rester en contrôle de ce que l'IA nous propose. Et hop, c'est parti, quoi. C'est en 1h30, t'as ton MVP, t'es trop content. Il va pas passer beaucoup de mois avant que vous vous rendiez compte que vous êtes vraiment en décalage avec ce qui a de la valeur sur le marché du travail. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Très très ravie de vous voir aujourd'hui. Je m'appelle Nesrine Changel, je suis co-organisatrice de Product Inc. Paris. Je suis avec moi Anna, qui elle aussi est dans Product Inc. Paris depuis un bon moment. Et normalement, il y a Pritesh, mais il n'est pas avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des visages assez familiers. Et donc, ça fait plaisir de vous revoir. Mais il y a toujours des new joiners, comme on dit, des gens pour la première fois. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont là pour la toute première fois ? Super, bienvenue. Et pour vous, je vais vous faire une toute petite intro de ce que c'est Product Inc. Product Inc, c'est surtout une communauté produit. On se voit, on essaye de se rejoindre au moins une fois par trimestre pour parler produits. On partage la même passion. Et donc, Product Inc appartient à un Mind Product essentiellement, mais surtout, ça existe dans plusieurs villes au monde aujourd'hui, sur quasiment tous les continents et surtout plus de 250 villes dans le monde. Donc, on est vraiment très fiers de faire partie de cette communauté. Et on existe grâce à vous, surtout, votre intérêt, votre présence. Mais surtout, on existe aussi grâce à nos sponsors. On est très, très ravis d'avoir le laptop à sponsoriser cet événement pour nous ce soir. Donc, merci pour votre générosité. On est toujours très bien accueillis et on est très ravis d'être là. Et donc, je vais laisser Pauline peut-être vous parler un petit peu du laptop. Merci de proposer cet événement. Donc moi, je suis Pauline Thomas, je suis la fondatrice de Laptop, donc je l'ai créé il y a 13 ans. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a 13 ans, on vivait une mini-révolution. Enfin, une mini-révolution. Déjà, le design, c'était tout nouveau. Donc, du coup, moi, je suis arrivée, je travaillais aux États-Unis, chez Adobe, chez Google, et puis j'ai travaillé à Londres. Donc moi, j'arrivais en France en mode, allez, vas-y, on va créer un truc qui n'existe pas en France. On va créer un coworking pour que les gens travaillent ensemble, parce que j'avais beaucoup de rêves. Je me disais, l'entreprise, celle que je l'ai vécue en France, mais même à l'étranger, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gâchis dans les relations humaines, dans le partage de compétences, dans l'évolution des gens. Enfin, les gens étaient quand même plutôt malheureux. Enfin, dans les entreprises, les grosses boîtes. Donc, je me disais, c'est quand même pas normal, quand même. Et je me suis dit, le design, finalement, ça me semble quand même un bon élément, donc une bonne méthode, un bon process pour faire travailler les gens ensemble. Donc, j'ai créé le coworking et ensuite, très vite, donc c'est vraiment en Angleterre que j'ai appris, voilà, le design de service, la recherche utilisateur, etc. Et donc, c'est l'objet de Laptop. En fait, l'objet de Laptop, c'est vraiment d'intégrer des pointures, des références, des communautés. En fait, on prêche pas notre parole. En fait, nous, enfin, si vous avez d'ailleurs des projets à nous proposer, des talks, c'est vraiment un lieu pour échanger, partager et grandir ensemble. Donc le laptop, c'est ça, c'est une communauté, des espaces. On est aussi à Marseille, parce que c'est trop cool là-bas, et parce que la vie est plus douce, et il y a la mer, et ça c'est bien. Et il y a beaucoup de formations. Donc on développe plein de formations en ligne et à distance. Et là, aujourd'hui, l'IA, évidemment, c'est pour des gens qui conçoivent des formations, donc je te regarde Rémi, c'est trop génial, mais en même temps, il faut qu'on ait assez de distance pour pouvoir vous l'enseigner. Donc Rémi et Tristan proposent des formations sur l'IA. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a plein de manières d'aborder l'approche. Mais par contre, il faut l'aborder. Enfin, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une option. C'est comme si vous refusiez Internet ou le smartphone ou Google Maps ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des petites évolutions comme ça. C'est pas non plus la révolution totale. Parce que, tiens, comme je sais que tu vas pas en parler, je vais en parler. C'est que du coup, un des inventeurs de l'IHM, Douglas Engelbart, je sais pas si vous connaissez ce garçon, mais quand même, il a
en 68, il a déjà créé la souris. Il a participé largement à la création d'Internet, à la création des hypertextes, des visioconférences, à la collaboration sur des fichiers. Donc genre Figma, ça va. Enfin, disons, en fait, la collaboration, elle est au cœur des révolutions technologiques. C'est en fait, on va toujours, les humains, c'est trop bizarre. On a besoin de mettre des outils entre les humains pour pouvoir collaborer et échanger. Je sais pas pourquoi, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'interfaces. Donc, on a beaucoup travaillé sur des interfaces numériques. Donc, pour les product designers, c'est un peu chaud en ce moment parce qu'ils se disent « Ah, mais peut-être que avec tout le vibe coding, etc., on va peut-être plus savoir à faire des interfaces. » Enfin, voilà, mais en fait, on est toujours à créer des interfaces qui soient vocales ou voilà, langage parlé, langage naturel. Et donc, en fait, pour nous, les innovateurs et les formateurs, en fait, c'est ça qu'on doit c'est toute cette réflexion que toi, tu vas commencer à mener avec ce petit groupe-là. Mais sachez qu'on va développer tout ça l'année prochaine avec Tristan, l'autre partie de toi-même. Donc, Tristan Charvilla et Dust, on va continuer à créer des labs. Donc, certains sont venus. Donc, c'est des labs pour justement avancer ensemble sur des problématiques, sur des créations d'agents. Pour tous vos problématiques, on va créer un lab pour, par exemple, pour comment on plug un design system avec Lovable, par exemple. Ou comment on crée un MVP tout simplement en intégrant Figma. Donc ça, c'est que du prototypage. Mais après, on pourrait créer d'autres agents pour aider à mieux collaborer et s'organiser. Et en fait, c'est toujours ça le sujet. En fait, nous, notre job, le design, c'est vraiment ça. C'est donc du coup, dans nos formations, c'est ça qu'on va vous apprendre. C'est à mieux collaborer, trouver les bonnes méthodes. Les méthodes, elles sont toujours à développer et surtout faire marcher votre cerveau parce qu'à un moment, il y aura plus d'électricité. Enfin, c'est con, mais voilà. Je vous invite à participer activement à toutes les questions que tu vas poser au public. Et en tout cas, soyez confiants. Tout va bien se passer. La technologie, c'est nous qui la créons, donc on peut la contrôler aussi. À toi, Rémi. À vous, les studios. Merci, Pauline. Bonsoir tout le monde. Donc moi, c'est Rémi Guyot. Souvent, quand on m'invite pour parler d'intelligence artificielle, je me suis rendu compte que les gens, ils espèrent que je vais leur donner des réponses à propos du futur. Et c'est pas du tout le cas. Moi, je vais vous proposer d'aller chercher des questions du passé. Donc déjà, s'il y a de la déception, n'hésitez pas, vous pouvez partir. Donc par exemple, première question, pourquoi est-ce que je démarrais une conférence qui parle d'intelligence artificielle avec une pyramide? Je vous donne un indice, ce n'est pas une pyramide aztèque, ce n'est pas une pyramide Inca, c'est une pyramide Maya. Voilà, donc pour les experts, vous savez déjà à quoi je fais référence. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'aimerais vous parler d'une personne. En fait, j'étais chez Doctolib il y a quelque temps et ils m'ont demandé de faire une intervention. Et je leur ai parlé d'une utilisatrice de Doctolib. Et comme toutes les personnes ordinaires, cette personne-là, elle a quelques caractéristiques qui la rendent unique. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette personne. Cette personne, elle s'appelle Aïcha. Et comme son prénom peut-être vous laisse deviner, la langue française, c'est pas sa langue maternelle. Donc, elle n'est pas née en France. Et même si ça fait une dizaine d'années qu'elle habite en France, en fait, dès qu'elle est dans une situation de stress ou avec un enjeu particulier, le fait de parler en français, ça la bloque, en fait. Et donc, elle a du mal soit à comprendre exactement ce qui est dit, soit à s'exprimer correctement. La deuxième caractéristique d'Aïcha, c'est que il y a à peu près 1 an, sa mère est décédée d'une maladie qui s'appelle l'anémie aplasique. Et c'est une maladie qui est survenue un peu rapidement dans sa vie. Et donc, c'est une maladie, grosso modo, qui attaque la moelle osseuse et empêche la production de sang, pour faire simple. Et au bout d'un moment, le corps, par manque de sang, décède. Donc, elle ne s'est pas complètement remise de
de ce décès soudain. Et puis la troisième caractéristique d'Aïcha, c'est que depuis quelque temps, elle se sent très fatiguée et elle a été voir sa médecin généraliste qui lui a recommandé de faire des tests sanguins et d'aller voir une hématologue pour analyser les tests. Évidemment, vu le contexte, vous vous doutez bien que ça l'inquiète. Alors la dernière chose que je dois vous dire sur Aïcha, c'est qu'il y a une dizaine d'années, elle a pris une décision très étrange, c'est qu'elle a décidé de m'épouser. Et donc, parce que je suis son mari, parce que elle est inquiète par rapport à ses tests, parce qu'elle s'exprime pas forcément toujours parfaitement en français, elle me demandait de l'accompagner à ce rendez-vous avec cet hématologue. Alors moi, le problème, c'est que j'ai un défaut professionnel, c'est que dans n'importe quelle situation du quotidien, je ne peux pas m'empêcher de faire une chose, c'est d'observer les humains qui utilisent la technologie. Évidemment, j'ai écouté la conversation et j'ai essayé de l'aider, mais n'empêche que j'ai observé quelque chose. Et le détail qui m'a frappé dans cette consultation, donc qui a duré 26 minutes. Et moi, j'ai juste compté un truc, c'est combien de temps est-ce que cette professionnelle de santé, qui était empathique, à l'écoute, compétente, même plutôt sympa, j'ai juste observé combien de temps elle a passé à observer sa patiente. Et la réponse, elle se voit dans cette représentation. Elle a passé à peu près 4 minutes à regarder sa patiente. Le reste du temps, son regard était sur un immense écran Mac. Elle regardait cet écran qui semblait avoir beaucoup d'informations très importantes pour cette consultation. Et donc ça, c'est l'histoire que j'ai racontée chez Doctolib. Et puis, je leur ai fait un tour de mentalisme aux équipes de Doctolib. Je leur ai dit, quand je vous raconte cette histoire, donc là, c'était les équipes produits et design de Doctolib. Et je leur ai dit, je vous raconte cette histoire et je parie que je sais ce qui se passe dans votre tête. Je peux prédire ce qui se passe dans leur tête. Et donc, je leur ai dit ce que je pensais qu'il se passait dans leur tête. Et en fait, ce qui se passait dans leur tête, c'est eux se disaient, ah, mais c'est génial, l'intelligence artificielle, ça va résoudre ce genre de situation. Pourquoi ? Parce que le médecin qui est aujourd'hui accaparé par ces écrans, demain, l'intelligence artificielle va justement pouvoir traiter tout ce qui a besoin d'être traité par un expert de santé. Et justement, on va pouvoir remettre l'humain au centre de la conversation. Et effectivement, la majorité des gens qui étaient dans la pièce ce jour-là chez Doctolib, c'était exactement ce qu'ils avaient en tête. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent exactement sur ce genre de projet. Comment est-ce que l'IA peut être au service de la relation entre les professionnels de la santé et les patients ? Mais le truc qui m'intrigue dans cette histoire-là, c'est que moi, j'avais l'impression, parce que je suis un petit peu vieux, que le numérique, c'était déjà censé résoudre tous ces problèmes dont on parle. Savoir, en fait, il y a plein de tâches administratives et l'information qui est dans tous les sens, etc. Et qu'en fait, le numérique, c'était censé un peu résoudre tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que, en fait, on se rend compte que... Enfin, moi, j'ai essayé de faire des hypothèses. Pourquoi est-ce que cette hématologue, elle se comporte comme ça ? Est-ce que c'est parce qu'en fait, elle manque de compétences numériques ? Donc, en fait, elle sait pas bien utiliser l'interface. C'est pour ça qu'en fait, elle passe son temps sur cet écran. Est-ce que parce que c'est l'interface qui est mauvaise et peut-être mal conçue, qui est remplie de bugs ? Est-ce que c'est parce que l'interface, elle fonctionne et elle sait l'utiliser, mais elle change tout le temps ? Et donc, en fait, tu crois que tu sais l'utiliser, puis le lendemain, tu sais plus, et donc tu passes ton temps à apprendre à l'utiliser. Est-ce que c'est parce que cette interface, elle a remplacé un être humain qui, justement, en fait, l'aidait à être concentré sur sa tâche ? Alors, je ne sais pas. Ce qui m'interpelle, en tout cas, c'est que, en fait, on a parfois l'impression que on résout des problèmes et en fait on crée des nouveaux problèmes. Alors en fait, moi ma perception, elle est un peu différente. Moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça notre métier, c'est-à-dire que on regarde un problème et puis on va essayer de se concentrer sur comment apporter une solution. Et souvent peut-être qu'on n'accorde pas assez d'attention au fait que ça va créer un nouveau problème et puis en fait c'est ça qui fait qu'on va avoir de nouveau des solutions à apporter, etc. Et ça c'est peut-être la première question que je vais vous poser. Vous allez voir que dans les minutes qui viennent, je vais vous poser plein de questions. Vous n'avez pas besoin d'y répondre sur le coup, mais peut-être qu'on peut les prolonger après, une fois que j'aurai terminé mes bêtises. On se pose toujours cette question-là. On est obsédé par le problème qu'on essaye de résoudre, et peut-être qu'on ne réfléchit pas assez au problème que nous, on est en train de créer avec nos solutions. J'ai l'impression que c'est des discussions qu'on n'a pas beaucoup, en fait, en tant que communauté. Quel problème on est en train de créer ? Il y a des gens qui sont intéressés à ça. Et donc, il y a par exemple une chercheuse qui s'appelle Jean Twenge, et elle a essayé de regarder quel est le lien possible entre les symptômes dépressifs qu'on voit de plus en plus apparaître, notamment dans les populations d'adolescents. Là, on voit des graphiques autour de certains de ces symptômes aux États-Unis. Donc, entre ça d'un côté
et la diffusion des smartphones et des réseaux sociaux auprès de cette population-là. Alors, pour être clair, il y a des personnes qui sont en désaccord total avec les liens qu'elle fait et qui pensent qu'en fait, il y a peut-être corrélation, mais pas forcément causalité. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui ont créé ces appareils, les designers ou les product managers qui ont créé ces réseaux sociaux, leur objectif, c'était pas de créer de la dépression chez les adolescents. Ça, c'est à peu près certain. On peut être cynique, mais je crois pas que c'était ça l'objectif. Mais peut-être qu'ils l'ont quand même provoqué. Et c'est intéressant juste de réfléchir à ça, de réfléchir à quels sont les problèmes que nous, on crée sans s'en rendre compte. On a aujourd'hui, il y a quelques semaines, il y a une étude qui est parue en Angleterre qui mettait en avant le fait que à peu près la moitié des jeunes gens, donc je crois de mémoire c'était 18-24 ans, ils auraient préféré grandir dans un monde où il n'y avait pas Internet. Et moi, je suis dans une génération un peu bizarre qui a grandi en tant qu'enfant sur Internet, mais en fait, très rapidement, c'est quand même arrivé dans ma vie. Puis aujourd'hui, c'est mon cœur de métier. Donc, si je me réfère plutôt à peut-être des histoires que me racontait ma grand-mère, qui forcément me charriait sur à quel point on est toujours sur notre téléphone, etc. Elle me parlait, mais dans le bon vieux temps, c'était quand même très différent, etc. Les gens étaient capables d'avoir une conversation justement sans technologie. Et donc, par exemple, si on était dans un transport en commun, tout le monde avait des grandes conversations, etc. Évidemment, on voit que c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être des gens qui sont observateurs dans la salle et qui se posent la même question que moi, qui est c'est qui ce psychopathe-là? À l'époque de ma grand-mère, il y avait des publicités comme ça. Des publicités qui mettaient en avant les bénéfices de la cigarette pour les femmes enceintes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rendait le bébé plus petit et donc l'accouchement était plus facile. En fait, on rigole là. Mais c'est quoi les publicités aujourd'hui dont nos petits-enfants vont rigoler? Est-ce que une image comme ça, dans 50 ans, on se dirait, mais ils étaient fous en fait, les gens de cette époque-là? Et je pense que les questions que moi je me pose, elles sont de cet ordre-là. Quelles sont les choses qui seront évidentes dans le futur et qui ne le sont pas du tout aujourd'hui? Par exemple, ça c'est un prototype inventé, c'est pas un vrai objet, mais qui est essaie d'explorer l'idée de tiens, ça sera quoi un objet qui ne contient plus d'écran et qui permet de maximiser l'usage de l'intelligence artificielle. Notamment l'association entre Johnny Ive, ancien designer star d'Apple, avec les équipes d'OpenAI. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a un objet comme ça qui va arriver, une sorte de caméra et de micro comme un pendentif qui est en permanence allumé. Je pense qu'il ne faut pas avoir vu beaucoup d'épisodes de Black Mirror pour commencer à avoir des scénarios d'horreur à partir de ce genre d'objet. Et donc, comment on fait? Comment est-ce qu'on anticipe les effets secondaires des technologies? Voilà, ça, c'est un truc qui m'intrigue un petit peu. Alors, il y a un auteur de science-fiction qui s'appelle Douglas Adams qui a posé une théorie autour de ça. Parce qu'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué d'anticiper ce qui se passe quand on introduit une nouvelle technologie, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil. Notamment, notre réaction à la technologie change en fonction de notre âge. Donc, sa théorie, c'est la suivante. Sa théorie, c'est toute technologie qui est apparue avant que vous ayez 15 ans, c'est juste comme ça que le monde fonctionne. Par exemple, si quelqu'un ce matin, dans la pièce là, quand vous êtes réveillé, vous avez appuyé sur un bouton et il y a une lumière qui est apparue, je parie que vous n'êtes pas dit « Waouh, c'est incroyable !» Vous avez juste dit « Bah oui, normal, c'est un bouton, quoi, ça allume la lumière. » Mais il y a une époque où, pour certaines personnes, c'était révolutionnaire parce que toute technologie qui apparaît quand on a entre 15 et 35 ans, ça, c'est juste la révolution. Ça, c'est complètement incroyable, on est fasciné, on adore, etc. Et puis, toute technologie qui apparaît quand on a plus de 35 ans, ça apparaît contre l'ordre des choses. Donc moi, je viens d'avoir 35 ans, il y a à peu près une dizaine d'années, donc je sais de quoi je parle. Et donc, j'aimerais vous parler d'une réaction que j'ai eue, en fait, pour essayer de rester à la page autour des sujets d'intelligence artificielle. Avec mon associé, Tristan, on a créé une communauté où on essaye de s'entraider. Donc, c'est une communauté qui est ouverte, tout le monde peut s'inscrire. Pour rejoindre cette communauté, il faut juste avoir envie de s'y mettre à l'IA. Okay, c'est juste ça le seul point commun. C'est à destination des product managers et des designers, et c'est une communauté pas de discussion, parce qu'il y a une communauté de, allez, on s'y met et on essaie de résoudre les problèmes de notre métier grâce à l'IA. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui a posté ça. Il y a quelqu'un qui a posté, je vous le fais rapidement, qui s'est dit, tiens, moi j'ai trouvé 18 livres sous forme de PDF
qui parlent d'intelligence artificielle. Comme ça, vous pouvez les mettre dans vos assistants IA et créer des agents par-dessus. Et sous forme de blague à la fin, il y avait marqué « Vous pouvez aussi les lire ». Mais il y avait un clin d'œil genre « Bien sûr que personne ne va le faire ». Et je me suis rendu compte que moi, mon cerveau, il était vraiment complètement à la bourre. Pour moi, un livre, en plus, d'autant plus que j'en ai écrit un, c'est vraiment un objet qu'on utilise pour lire les phrases qui ont été écrites. Mais ça, c'est un réflexe de quelqu'un qui a plus de 35 ans. Moi, c'est une technologie que j'ai pas encore acceptée complètement l'IA, visiblement. Et donc, des fois, je me rends compte que quand je parle avec des gens et qui me partagent leurs perspectives sur l'IA, j'ai l'impression qu'elles en révèlent beaucoup plus sur eux que sur l'IA, en fait. Et d'ailleurs, on va faire un test tout de suite dans la salle. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Pauline, elle parlait de Dust. Donc Dust, c'est une des superbes entreprises françaises qui est vraiment à la pointe sur l'IA. Et donc Stanislas Paulu, qui est le fondateur de cette entreprise, il faisait cette comparaison l'autre jour. Il parlait d'un jeu vidéo qui s'appelle Pong. Donc le Pong, c'est le premier jeu vidéo qui a été un carton. C'est le premier jeu vidéo qui a été ultra populaire et ça permettait de faire une partie de ping-pong sur ordinateur. Voilà, donc c'est vraiment un truc ultra basique. Et sa perspective sur l'IA, c'était, il faut bien comprendre que ChatGPT, c'est le Pong de l'IA. Ok, ChatGPT, c'est le Pong de l'IA. Donc moi, j'ai une question pour vous. Si ChatGPT, c'est le Pong de l'IA, ça va être quoi le Fortnite de l'IA? Et maintenant, ma deuxième question pour vous, c'est, et en fonction de ce qui vient de passer dans votre corps, là, vous avez quel âge? Et vous allez peut-être vous rendre compte que votre âge mental, il n'est pas forcément lié à l'âge qui est marqué sur votre pièce d'identité. Alors l'autre jour, ça c'est Chloé Courtois, avec qui j'ai travaillé chez Doctolib. Et pour préparer l'intervention dont je parlais tout à l'heure, on avait plusieurs réunions de travail à distance. Et il y a une réunion où je suis arrivé un petit peu en retard. Et donc, mon assistant de prise de notes, il s'était connecté avant moi. Et Chloé, pendant quelques secondes, elle a cru que j'allais pas venir à la réunion. Et elle se dit, c'est un peu bizarre quand même, il envoie juste son assistant. Et elle s'est dit, je vais juste parler avec l'assistant de Rémi. Évidemment, c'était pas le cas, et je suis arrivé quelques minutes, et je me suis excusé, etc. Mais pendant quelques secondes, elle a vraiment cru que c'était possible. Ça lui paraissait très bizarre, mais elle se dit, faut vivre avec son temps. Mais ce qui est très marrant dans cette histoire, c'est que le fait que je sois pas présent, c'était bizarre. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a pas très longtemps, il y a peut-être, 12 mois, le fait que je vienne avec un assistant, c'était bizarre. Et je me disais, mais comment je vais l'expliquer aux gens? Est-ce qu'il faut que je leur demande la permission, etc. Ça, par contre, Chloé, elle a complètement oublié. Ça, c'est complètement accepté. Et là, on se rend compte que les technologies, c'est un peu compliqué à quel point, en ce moment, en fait, on finit par les accepter extrêmement rapidement. En fait, il n'y a pas très longtemps, c'était étrange d'avoir un bot IA dans la réunion. Bon, maintenant, on se dit, en fait, c'est génial, ça permet de prendre des notes beaucoup plus rapidement, on peut être concentré sur la conversation. Et dans pas très longtemps, je pense qu'il y a des gens, si j'utilise pas des prises de notes automatiques, on va vraiment avoir l'impression d'être des dinosaures. Notre difficulté en tant que concepteur d'applications digitales, elle est d'autant plus difficile que ce qui est étrange ou normal évolue extrêmement rapidement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour planifier des choses à long terme, notamment de ce qui sera accepté ou pas, alors que ce qui est acceptable change, était inacceptable hier et complètement normal aujourd'hui. Cette histoire de pyramide, on va revenir une seconde dessus. En fait, Maya, c'est un acronyme que j'ai pas inventé, qui veut dire ça. C'est un acronyme en anglais qui veut dire Most Advanced Yet Acceptable. Et par exemple, si vous vous intéressez aux sujets environnementaux, vous aurez peut-être entendu parler de ça. Les personnes qui militent pour la cause environnementale sont en permanence confrontées à ça. Ils se disent, c'est quoi en ce moment les mesures qu'on peut pousser au profit d'une population qui seraient les plus avancées, mais qui resteraient acceptables. Et on voit que c'est quelque chose, c'est un débat mouvant en ce moment. Et donc, ce concept-là, c'est intéressant parce que ça peut servir de boussole à propos de l'IA, quand on réfléchit à comment est-ce que c'est perçu par les utilisateurs. Quelles sont les choses les plus avancées qu'on peut faire qui restent acceptables? En 1997, Garry Kasparov, qui était donc le meilleur joueur d'échecs humain à l'époque, perd pour la première fois contre Deep Blue. Alors Deep Blue, c'est pas le monsieur qui est juste là, lui c'est quelqu'un qui bouge des pions en fonction de ce qu'un ordinateur lui dit de faire. Ok? Et donc c'est la première fois qu'il y a un champion d'échecs qui perd contre une machine. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on a organisé ce genre de match pour de vrai, parce que depuis, les machines, grosso modo, défoncent les humains aux échecs. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'humain qui est capable de battre les meilleures machines. Mais le truc qui est intriguant, c'est que si vous vous intéressez à cette communauté de gens qui sont passionnés par les échecs et qui veulent regarder les meilleures parties d'échecs d'aujourd'hui, elles ne s'intéressent pas aux parties entre les machines, en fait.
elle s'intéresse toujours aux parties entre les meilleurs humains. Donc en fait, on voit que la meilleure technologie, la plus avancée, bah, elle est absolument inintéressante. Et celle qui reste la plus avancée, mais qui est acceptable, c'est les meilleurs humains. Donc aujourd'hui, quelqu'un comme Magnus Carlsen, qui est un des meilleurs joueurs d'échecs mondiaux, bah, c'est lui la référence pour les joueurs d'échecs. C'est pas un algorithme dont je connais même pas le nom, parce qu'il n'y a aucun joueur d'échecs qui s'intéresse à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil dans le monde du e-sport. Donc le fait des compétitions de jeux vidéo qui sont extrêmement populaires, on s'intéresse à des prouesses d'humains avec la technologie. On ne s'intéresse pas à des batailles entre algorithmes. Donc il y a des stades entiers qui sont remplis de gens qui regardent d'autres êtres humains jouer à des jeux vidéo, pas juste des bots qui jouent entre eux. Donc il y a bien une histoire de technologie extrêmement avancée, mais tant qu'on n'arrive pas à l'accepter, ben en fait, elle n'a pas forcément une valeur folle. Ça, c'est un truc que j'ai découvert chez Blablacar. Donc, avant d'être à mon compte comme aujourd'hui, je travaillais en tant que Chief Product Officer chez Blablacar. Et on a découvert ça, vraiment de plein fouet. C'est-à-dire que on avait, par exemple, notre équipe d'intelligence artificielle. Alors, à l'époque, on travaillait avec une techno qui s'appelle le machine learning. Donc, c'était avant les sujets de l'LM, etc. Et on avait notre équipe qui nous avait dit, mais en fait, les conducteurs, quand ils proposent un prix pour leur siège. Donc, le principe de Blablacar, c'est du covoiturage longue distance. Donc, si par exemple, je vais faire un trajet entre Paris et Marseille, je peux décider la place dans ma voiture, elle va coûter combien. C'est à libre choix pour le conducteur. Sauf que les conducteurs, donc ça, c'était nos équipes de data scientists qui s'étaient rendus compte, ils sont très mauvais pour savoir quel est le bon prix qui va leur permettre d'économiser le maximum. Le but chez Blablacar, on peut pas gagner de l'argent en tant que conducteur, mais on peut essayer de faire en sorte que si on met le bon prix, en fait, il y a plus de gens qui vont réserver ce siège et donc on peut trouver le bon équilibre. Et les êtres humains, les conducteurs, la majorité étaient très très mauvais à ça. Soit ils mettaient le prix trop haut, personne ne réservait, soit ils le mettaient tellement bas qu'à la fin ils avaient mis à 10 € et ils avaient fait 30 € alors qu'ils auraient pu faire beaucoup plus. Donc on s'est dit, on va les aider et on va avoir un algorithme qui va leur proposer par défaut, et on leur a expliqué ça, on leur a expliqué, voilà, l'algorithme de Blablacar, il vous donne le prix recommandé. Ça a été un échec total. Et puis après, on a essayé autre chose. On s'est dit, bon, on va toujours garder la recommandation, mais on va surtout leur montrer d'autres êtres humains qui ont mis exactement le prix que nous, on avait recommandé. Et là, tout le monde était prêt à suivre. Donc en fait, on voit bien encore cette histoire de technologie avancée, mais il faut être capable de l'accepter. Et on se rend compte que parfois, on a besoin d'avoir un repère humain pour l'accepter. L'équipe de Wikipédia, ils ont eu un énorme retour en arrière récemment, puisqu'ils avaient tenté de créer des résumés qui étaient, on le voit marqué, qui étaient entièrement créés par des machines. Et la communauté Wikipédia a complètement rejeté cette avancée-là. Et donc, aujourd'hui, si vous allez sur Wikipédia, vous n'allez plus voir ça, puisque il y a eu un énorme retour en arrière, parce que cette avancée technologique, c'était des résumés qui n'étaient pas disponibles, n'ont pas été acceptés par la communauté. Donc voilà, on voit bien là l'avancée qui rencontre un obstacle. Et donc, il y a une histoire en ce moment, on est en permanence dans une course au modèle technologique le plus incroyable. Et peut-être qu'on s'intéresse pas assez à mais quel sens est-ce que nous et est-ce que nos utilisateurs vont être capables de donner à ces technologies-là. Et peut-être que des fois, c'est exactement ça notre travail, en fait. Peut-être que nous, on n'est pas des ingénieurs et donc on peut pas créer les avancées technologiques. Par contre, on peut peut-être trouver le sens que les gens vont y trouver pour que ça devienne acceptable. Cette histoire de most advanced yet acceptable, il y a des entreprises qui l'ont compris depuis longtemps. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà interrogé à pourquoi est-ce que une entreprise qui vend des pneus, elle vend aussi des guides gastronomiques? Enfin, c'est une évidence pour les Français que Michelin, ils font les deux. Mais enfin, c'est quoi le lien en fait entre les deux? Et en fait, on peut pas le comprendre tant on regarde pas l'histoire de Michelin. En l'occurrence, les débuts de Michelin. Au départ, Michelin, c'était un vendeur de pneus pour des vélos. Donc eux, ils vendaient juste des pneus pour les vélos. Et puis, c'était juste avant les années 1900 où il y a l'apparition de la voiture qui démarre. Et quand ils se disent, ah, mais maintenant, il y a peut-être la voiture qui va cartonner, c'est fantastique parce qu'on va vendre 2 fois plus de pneus, parce qu'il y a 4 pneus sur les deux. Donc, ils se disent, il faut absolument qu'on aille sur ce nouveau créneau, on va vendre des pneus de voiture. Le seul problème, c'est qu'à l'époque où ils se disent ça, il y a à peu près 100 voitures en France. Donc, en termes de marché, c'est quand même très, très limite et la croissance, elle est ridicule. Pourquoi? Parce que les gens ne trouvent pas spécialement d'utilité à la voiture.
Ils se disent, bon, en fait, ça a l'air d'être un délire pour personnes très riches qui veulent faire des sports dangereux. C'est un peu l'équivalent de faire du wingsuit, grosso modo. Vous voyez, oui, c'est rigolo, mais il n'y a pas de besoin au quotidien. Et donc, les équipes de Michelin se disent, nous, on a besoin que la voiture soit adoptée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils ont, à l'époque, déjà parfaitement compris le concept de fear of missing out et ils se disent, on va localiser les super endroits où on peut bouffer, auxquels on ne peut accéder que en voiture. Et puis, on va le donner à un maximum de gens. Et donc, c'est comme ça qu'est né, en fait, le guide Michelin. Le guide Michelin, c'était un guide qui était spécialement créé pour développer l'usage de la voiture. Ça a vraiment été créé exclusivement pour ça. Alors aujourd'hui, c'est un business à part entière. Et ils ont tellement cartonné que c'est devenu une référence pour tous les restaurants. Mais l'origine, c'est pour ça qu'on a un vendeur de pneus qui fait aussi des guides gastronomiques. Et ça, je crois que c'est une vraie question pour nous, en fait, en tant que métier, en tant que communauté. Est-ce que c'est ça notre travail, au fond? De donner du sens à des technologies? Et à l'ère de l'IA, est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait apprendre à faire? Je ne sais pas si vous avez déjà vu récemment cette comparaison entre différentes techniques de développement de produits. Donc, on parle souvent de développement en cascade ou en waterfall. Donc, waterfall, c'est en gros, grosso modo, on définit tout en amont ce qu'on va devoir construire et puis on construit pas à pas, brique par brique. Et tant qu'on n'a pas tout construit, le produit n'existe pas. Donc là, on le voit avec l'exemple d'une voiture. Et on l'oppose souvent avec un autre processus qu'on appelle agile, qui consiste à pas forcément avoir tout le plan en tête dès le départ, et surtout à construire par incrément. Et dès la première version qu'on construit, on a déjà un truc qui tourne, qui fonctionne. Alors maintenant, je vais faire appel à votre créativité. C'est quoi l'équivalent d'un processus à l'ère de l'IA? Et je vais vous donner la réponse dans une seconde, mais essayez de réfléchir. Parce que moi, j'avoue que tant que j'avais pas vu ça, j'avais jamais réfléchi de cette manière. Essayez de réfléchir une seconde, et je vous donne la réponse. Ok, donc quelqu'un qui a créé ça, et sa réponse, c'est ça. En gros, le processus, c'est on a l'IA qui fait absolument n'importe quoi, et nous, notre métier, c'est progressivement de l'amener vers là où on veut. Et je pense que c'est une excellente métaphore. En tout cas, les gens qui utilisent l'IA au quotidien pour concevoir des produits, ça résonne énormément. Et moi, j'ai aucun jugement de valeur entre les trois, d'ailleurs pas spécialement ni en faveur de l'agilité, ni de waterfall, ni de l'IA, mais on voit bien que c'est quand même un sport un peu différent de pratiquer l'un des trois. Et donc, c'est ça une question intéressante pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler de cette manière-là? Pauline le mentionnait, on a écrit un livre qui s'appelle Discovery Discipline avec mon associé Tristan. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une formation et puis après, on fait un peu de coaching pour aider les gens à adopter la méthode. Donc, c'est une méthode de conception de produits digitaux. Et régulièrement, on est très content de notre travail de coaching, mais au bout d'un moment, on va passer à la mission d'après. Et les gens disent, mais il n'y aurait pas moyen de continuer à être en relation, en contact, vous pouvez nous débloquer et tout. Et on s'est dit, peut-être qu'on peut créer un assistant qui coach les gens sur notre méthode. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout le contenu du bouquin, on a enregistré des centaines d'heures de coaching sur cette méthode-là, on l'a mis dans un bot, et puis on l'a donné à des gens en mode, en fait, si vous voulez être coaché, utilisez le bot. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Donc, on l'a mis dans les mains de personnes qui connaissaient la méthode et puis qui avaient accès à l'assistant. Et donc, la manière dont ça se passait, c'est que les gens lui donnaient plein de contexte en amont. L'assistant, Focus, c'est le nom de la méthode. Il y a 7 étapes, chacune correspond à une lettre, etc. L'assistant, il faisait son travail et il disait, vu tout votre contexte, voilà la solution que vous devriez créer. Et il y a des gens qui lui prenaient ça pour argent comptant. Et je pense qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qui se passait à l'intérieur de cette boîte-là. En fait, ils ne comprenaient pas que le processus, c'était un processus où il y avait un chemin qui était retenu, effectivement, par le bot. Donc, il y avait bien, parmi toutes les décisions possibles, il y avait bien une logique qui était suivie. Cette logique, elle suivait la méthode du livre. Donc, il y avait vraiment un raisonnement qu'on serait capable de défendre. Mais ce qui n'était pas du tout visible, c'est que c'était pas la solution. C'était une solution. En fait, il y avait plein d'autres solutions auxquelles un être humain, voire même ce même assistant, aurait pu aboutir. Et donc, ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que on se rend bien compte que, imaginez, la personne, elle a donné tout le contexte, elle a choisi, soi-disant, la solution, et puis après, elle doit, je sais pas, aller voir son boss et lui défendre, je pense qu'on devrait faire ça. Mais le truc, c'est que face à son boss qui va te dire, mais pourquoi ça? Tu peux pas dire, c'est pas moi, c'est l'IA qui a décidé, ça n'a aucun sens, en fait.
on est obligé nous-mêmes d'avoir à le défendre. Et donc, on se rend compte que le côté boîte noire de l'IA, ça fonctionne pas vraiment. Il faut être capable peut-être de s'appuyer sur l'IA, peut-être d'être épaulé, peut-être d'être accéléré par l'IA, mais on peut pas tout déléguer à l'IA. En tout cas, tant que c'est nous qui avons besoin d'être dans la salle de réunion pour le défendre, ça va pas fonctionner. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un bot qui allait plutôt aider les gens à passer d'une étape à l'autre peut-être plus rapidement, peut-être de voir le champ des possibles, mais pas la boîte noire qu'on avait créée sans s'en rendre compte. Et donc, c'est peut-être ça une dernière interrogation que j'ai pour vous, c'est que est-ce que vous pensez que l'IA, au fond, ça va rendre votre métier plus facile ou plus dur? Je m'explique. Il y a des personnes qui utilisaient énormément ce bot-là, le bot qu'on a créé, et qui, au départ, qui nous partageaient un symptôme physique qui était très étonnant à leurs yeux. Ils nous disaient, mais en fait, plus je l'utilise, plus je suis épuisé. Et ils parlaient de ça enfin, c'était ils savaient pas l'expliquer, mais c'était juste évident pour eux, le symptôme physique extrêmement fort. Et quand on a essayé de creuser avec eux pourquoi, en fait, c'est parce que ce qui reste de notre métier quand on est assisté par l'IA, c'est que tout le travail facile, il est accéléré par l'IA. Donc, en fait, toutes les tâches qu'on fait au quotidien, qui demandent peu de réflexion, mais peut-être beaucoup de temps, en fait, celles-là, elles sont compressées et il ne reste dans la journée que du travail hautement intellectuel. Tous les points de décision, là, ça, c'est du travail difficile où il faut exercer du jugement, prendre des risques, etc. Ça, c'est épuisant. Sauf qu'avant, en fait, on avait ces moments-là qui étaient un peu éparpillés dans une journée. Si on compresse un temps de travail de 2 semaines en l'espace de 2 heures, il ne reste plus que du travail à haute intensité intellectuelle. Et donc ça, c'est intéressant aussi de se dire, en fait, on pense que l'IA, ça va nous permettre de travailler les doigts de pied en éventail. Et c'est exactement l'inverse qu'on sent quand on se met à l'utiliser intensément. D'où cette question. Est-ce qu'au final, l'IA, elle va rendre notre métier plus facile ou plus dur? Je vous laisse avec une dernière perspective sur comment vous pouvez essayer de réfléchir à où vous en êtes par rapport à tous ces sujets-là, d'un point de vue métier, pas d'un point de vue utilisateur, parce que probablement que tous les gens dans la pièce aujourd'hui sont, d'une manière ou d'une autre, on dirait, consommateurs de l'IA. Vous avez sûrement essayé de faire des choses rigolotes avec ChatGPT, et donc je fais l'hypothèse que tout le monde est au moins sur cette première marche de consommateur. La marche d'après, c'est celle où on commence à se dire, non, mais en fait, moi, je suis un expert de ces sujets-là, j'ai besoin d'être capable d'utiliser l'IA de manière professionnelle. Et prompter comme ma mère ou prompter comme un professionnel, c'est pas du tout la même chose. Ma mère, elle utilise ChatGPT, mais je dirais pas que c'est une utilisatrice professionnelle. Peut-être que les gens qui sont dans la pièce, ils ont besoin au minimum de passer à cette marche-là. La marche d'après, ça fait complètement allusion aux ateliers dont parlait Pauline. Est-ce que, en fait, vous êtes capable de commencer à créer, par exemple, un assistant IA? C'est à la fois pas très compliqué et en même temps, peut-être que vous l'avez encore jamais fait. Ou alors, vous l'avez fait une fois, mais vous n'avez pas fait un truc qui marche vraiment. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et je parle pas de créer une intelligence artificielle, au sens créer un modèle LLM. Mais mon point, c'est d'être créé une sorte de produit assez basique, mais qui fonctionne avec cette technologie-là. Ça, c'est une marche supplémentaire. Et puis la marche d'après, c'est que vous allez peut-être être dans une organisation où il va y avoir plein de gens autour de vous qui vont créer plein de produits comme ça. Et en fait, il n'y a rien de miraculeux. Tous ces produits-là, ils vont à moitié se marcher dessus et en fait pas être mis à jour, et pas fonctionner et faire 15 fois la même chose, mais pas exactement pareil. Là, il y a des nouveaux métiers, c'est sûr, qui vont émerger où il va avoir besoin d'orchestrer tout ça, d'organiser tout ça. Et honnêtement, moi, j'ai pas un avis fort sur où est-ce que vous devriez être, mais c'est intéressant de réfléchir à où est-ce que vous êtes et est-ce que vous êtes OK avec ça ou est-ce que vous avez envie peut-être de franchir des marches supplémentaires. Je termine je vous ai posé beaucoup de questions, donc je me permets de me mouiller un tout petit peu à la fin et de partager un point de vue assez fort sur 3 sujets. Le premier, vous l'avez compris, c'est qu'au minimum, je pense que les gens qui sont dans la pièce, ils ont besoin de plus être sur la première marche. Je pense qu'il faut sincèrement se regarder et se dire, est-ce que réellement j'ai l'impression de pouvoir dire à les gens autour de moi, moi je sais utiliser l'IA générative comme une professionnelle? Première question, je pense que la réponse, ça doit être oui. En tout cas, si aujourd'hui vous ne sentez pas que c'est nécessaire, il ne va pas passer beaucoup de mois avant que vous vous rendiez compte que vous êtes vraiment en décalage avec ce qui a de la valeur sur le marché du travail. La deuxième chose, c'est que au sujet de l'IA, j'entends énormément de conversations, parfois assez philosophiques, et peut-être que quelque part j'y contribue un peu ce soir. Mais je crois qu'il y a plein de questions philosophiques qui disparaissent quand on commence à s'y mettre pour de vrai. Et donc je pense qu'il y a certaines conversations, c'est intéressant de les avoir éclairées par la pratique. Et qu'il y a des nouvelles questions qui émergent de la pratique et d'autres qui disparaissent. Je pense qu'il faut vraiment
mettre les mains dedans, y compris pour découvrir ce qui marche pas, les limites, le pouvoir de ce qu'on peut faire avec l'IA. Et puis le troisième point qui est autour justement de nos métiers. Parfois, on se dit non, mais bien sûr que l'IA, c'est important. D'ailleurs, dans ma roadmap, j'ai des produits, des fonctionnalités qui utilisent l'IA. Mais en fait, moi, je crois pas à notre capacité à être pertinent dans l'IA qu'on met dans notre produit si au quotidien, on l'utilise pas. C'est comme si vous conceviez des applications pour téléphone mobile, mais que vous n'avez pas de téléphone mobile vous-même dans votre vie perso. En fait, je crois que votre jugement, votre intuition, vos décisions, elles vont être complètement à côté de la plaque. Donc moi, je crois qu'il y a besoin d'utiliser l'IA au quotidien dans votre métier pour vraiment sentir cette matière-là. C'est ça qui fait que vous allez devenir pertinent dans la manière dont vous allez le mettre à destination de vos utilisateurs. Et donc, dans les avions, ils disent ce conseil-là, en fait. S'il y a un problème de pression dans la cabine, d'abord, vous enfilez votre masque avant de vous occuper des autres. Et bien, c'est un peu pareil. Avant de vous occuper des utilisateurs, occupez-vous de vous-même. Si vous n'arrivez pas à adopter l'IA, je suis pas sûr que vous allez être excellent dans l'adoption de l'IA pour vos utilisateurs. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, avec grand plaisir pour partir dans toutes les directions en termes de conversation à bâton rompu. Voilà. Merci beaucoup Rémi, c'était super. En tout cas, moi j'ai retenu beaucoup de choses, mais essentiellement les 3 emojis là, et surtout la tête du « Oh mon Dieu », parce que je crois que je suis carrément dans la 3e catégorie, mais au moins j'ai dépassé, je pense que je suis au moins « Oh mon Dieu », au moins maintenant. Et je voulais aussi raconter très rapidement une petite histoire par rapport à l'IA, parce que c'est très en lien par rapport à ce que tu disais. C'est que j'étais en conversation avec quelqu'un et qui me disait « C'est super, l'IA va me permettre de plus faire la corvée, donc tout ce qui est ménage et tout, et finalement me concentrer à faire la peinture, et ce qu'il adorait le plus, et finalement il s'est trouvé à faire la corvée alors que l'IA faisait la peinture pour lui. Donc oui, évidemment, ça fatigue plus, donc tout ça c'est très très pertinent. Bon, assez dit, moi je vais vous passer la parole, surtout pour les questions, je pense qu'il doit y en avoir plein ce soir. Bonsoir. Moi je découvre un petit peu tous les sujets IA liés à l'UX. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les meilleurs outils IA qui te permettent de faire ton travail d'UX? Parce que tous les mois, il y a un nouveau truc qui sort, une nouvelle fonctionnalité. Je commence sur Lovable, je vois qu'il y a une mise à jour sur un autre truc qui est bien. Et où est-ce que toi, à titre perso, en tout cas, quel conseil tu donnes à une personne qui veut mettre le nez dedans là en ce moment? Donc je comprends complètement que ça soit un peu déstabilisant, parfois un peu paralysant même, parce qu'on se dit, mais en fait, si je me plante d'outils, il va être détrôné la semaine d'après, etc. Je crois étrangement que ça n'a pas beaucoup d'importance. Quel est le bon outil? Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend les sujets type, en effet, prototypage rapide, type Lovable, Replit, V0, etc. Oui, il y a des nuances. Et oui, la semaine dernière, il y en a un qui faisait mieux que l'autre, etc. Mais déjà, tout ça bouge. Donc, en fait, si tu essaies d'avoir raison en choisissant le bon outil, tu auras peut-être raison à un instant T et tort le lendemain. Donc, en fait, c'est un peu une peine perdue. Mais je crois que la principale chose que tu vas gagner en choisissant un, en tout cas pendant un certain temps, c'est que tu vas pratiquer. Et que tu vas pas être, si tu prends Lovable au hasard, tu vas pas être excellent le premier jour. Le premier jour, tu vas être capable de faire quelque chose qui va te sembler magique. Et c'est top. Et en fait, ça va déjà te donner des idées de comment est-ce que ça change ton métier. Super. Mais tu vas être un peu un débutant. Et donc, avant de te dire, ah, mais en fait, pour faire mieux, il faudrait que je change d'outil. Non, il va falloir juste que tu te concentres sur essayer de faire mieux avec ce même outil-là. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ce qui est devenu disponible avec la technologie actuelle est largement supérieur à ce qu'on en fait. En gros, je pense qu'il pourrait y avoir un freeze technologique pendant 2 ans que nous, en tant que communauté, on n'aurait pas encore attrapé le potentiel de ce qu'on peut faire de la technologie maintenant. Donc mon point, c'est, moi en tout cas, j'ai arrêté de regarder les mises à jour, tu vois, toutes les semaines de ce qui se passe. Je crois pas que ce soit très intéressant, et je crois que le goulot d'étranglement de notre communauté, il n'est pas technologique, il est humain. Et donc, mon point, c'est, si c'est ce thème-là, par exemple, de prototypage rapide qui t'intéresse, choisis un outil. Si tu veux faire une comparaison rapide, fais-la. Vas-y pas 3 ans. Choisis celui qui a l'air d'être en vogue en ce moment. Probablement qu'il y a des raisons pour lesquelles il a plein de compliments. Et puis après, bosse avec ce truc-là. Et dès que tu vas rencontrer un mur,
le problème, il est peut-être pas dans l'outil. Il est peut-être dans le fait que tu connais pas encore suffisamment ce que tu peux en attendre, quelles en sont les limites, lesquelles tu peux contourner. Est-ce que tu as besoin de certaines connaissances complémentaires qui te permettraient d'en tirer le maximum? Est-ce que tu as besoin de comprendre un peu mieux le code? Est-ce que tu as besoin de comprendre comment automatiser certains trucs? Est-ce que tu as besoin de faire des connexions avec d'autres outils type Figma que tu connais peut-être? Enfin, tu vois, il y a plein de questions que tu vas te poser et de changer d'outil va pas régler ces questions-là. Donc, moi, mon conseil, c'est choisis-en un du mieux que tu peux et reste dessus un petit peu. C'est comme sinon quelqu'un qui passerait son temps à essayer un nouveau sport. Bah, en fait, tu vas être un peu débutant tout le temps dans tous les sports. Alors que peu importe quel sport tu vas choisir, à un moment, si tu t'y tiens, tu vas être en meilleure santé, quoi. Bah, je vois un peu le même comparaison. Le positionnement que j'ai, moi, je suis pas expert UX du tout. Je mets le nez dedans en ce moment. Et justement, je me dis, où est-ce que je vais? Donc, toi, tu dirais, par exemple, Lovable, c'est un... Lovable, c'est top. V0 de Vercel, V0, c'est top aussi. Et honnêtement, c'est des outils qui, leur côté un peu magique, c'est justement le côté prise en main très rapide pour un résultat impressionnant quand t'es pas du métier, tu vois. Donc il y a un côté ah ouais, c'est fou là. Quand on était chez Doctolib, on a fait un atelier V0 avec tous les product managers. Et c'est vrai qu'avec V0, en quelques minutes, ils sont capables de faire des trucs qu'ils n'ont jamais été capables de faire de leur carrière. Mais si tu mets des designers avec V0 dans les mains, ils leur mettent des tartes quand même. Donc en fait, tu vois, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est à la fois absolument magique et en même temps, quand tu connais le métier, tu dis oui, d'accord, mais il y a plein de trucs que ça ne permet pas de faire non plus. Il y a plein de limites, etc. Donc en tout cas, si tu veux essayer Lovable V0, je pense que c'est des paris sûrs, quoi. Okay. Je complète effectivement. Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les outils, ça a toujours été un. Mais du coup, non, mais c'est vrai qu'on est passé par plein d'outils. Et c'est vrai que là, on pourrait se dire Figma. Là, on se dit oula, on a un petit peu peur pour Figma. Alors qu'il y a un an, Figma, c'était trop la hype. Enfin voilà. En fait, les outils, ça passe. Donc effectivement, on teste des trucs. Et voilà, moi, j'ai commencé par Bolt. Alors c'est peut-être pas une bonne idée. Mais tu vois, en fait, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Tu vois comment il fonctionne. Il faut marcher par composants. Et après, tu vois, et hop, c'est parti, quoi. En 1h30, t'as ton MVP, t'es trop content. Donc voilà, après, je suis d'accord. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir des gens de Adobe dans la pièce. Donc, s'il y a des questions aussi autour des outils et de ce que Adobe fait en particulier, je pense que c'est une super occasion. Parce que c'est intéressant aussi de voir les nouveaux outils, mais aussi comment les outils qu'on connaît depuis longtemps, eux aussi intègrent ça. Et il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui se passent évidemment dans cette sphère-là aussi. Donc, ça peut être partie aussi des discussions qu'on peut avoir. Il y a d'autres questions. Quoi d'autre? Est-ce que je peux te demander en anglais? Of course. Thank you. So I was wondering, when you mentioned about the fact that all we are seeing right now from the usage of AI, I mean, LLMs is a lot like the Pong of the games that there were since the beginning. I wonder how in long run you see the user interactions and like really UX, because all the things that we are building on UX still is like continuing on the path that we were building apps and building interfaces. But then all these new interactions, how do you see it changes the way that the users kind of interact with what you're building? So the short answer is I have no idea. Yeah, but just like to your opinion. So I want to be very clear, and I don't know any more than you. So my 2 cents, the one thing that I struggle to believe is the chat-based form. There's something that I don't believe, and I want to explain why. What is surprising about the chat is that it puts a lot of pressure on the user to know what you can do with the interface. So it feels like an amazing interface because it feels like you can do everything, which is great. But actually, the technology cannot do everything, but there's zero clue about this, right? The interface does not give you any clue about what it can or cannot do. So I would suspect in the future that we're going to see, I'm not saying a chat form is going to disappear, but at the very least, it's going to be combined with other form factors that basically give you hints of what you can or what you cannot do. And also just make it faster. Like we talk about natural language, but actually in terms of when you're a professional, you don't want to pilot a plane with natural language. You want to have switch buttons, right? And I think it's the same for a lot of software. Like actually, if you want talking about repetitive tasks and precision,
I don't think having to type or even to speak is fast enough. So that's one thing that I think is a thing right now, but I'm not sure it's gonna be the future. What will it be, I don't know. And to what extent what I'm saying is true, I don't know, but that's my hunch. Thank you. Alors, c'est plus une réflexion, mais pour rebondir sur... alors, moi, je travaille dans une entreprise qui fait des parfums et des arômes, et ils se posent des questions sur la couleur. Et donc, sans même parler d'IA, on se dit, tiens, on veut leur proposer de pouvoir catégoriser un parfum ou un arôme avec une couleur. Et on va leur donner une palette de couleurs. On leur donne une sélection de couleurs avec quelques bleus, quelques verts, et ils vont vite être soit perdus parce qu'il y en a trop, ils vont considérer que ok, j'ai 4 verts, mais en fait, voilà, soit j'en ai pas assez pour être vraiment très fin sur ma sélection. Donc si on parle d'interaction à la voix ou même par écrit en disant je veux du bleu, oui, la palette de bleu, elle est assez large. Mais ça m'a fait penser à une remarque ou une réflexion, je sais plus, d'un investisseur qui disait moi j'investis dans les choses qui sont stables dans le temps, qui restent les mêmes. En UX, la notion d'affordance, la notion de contrôle, enfin tous les heuristiques, ils sont là. Ensuite, en fonction du contexte, il y a plus ou moins besoin de contrôle, plus ou moins besoin d'affordance. Mais va y avoir des situations où on va potentiellement pas avoir besoin d'interface pour vérifier, voilà. Et donc très bien, ça peut passer par un chat, ça peut fonctionner. Et puis d'autres cas où on a besoin de vérifier. On a besoin de rester en contrôle de ce que l'IA nous propose. Donc c'est pas est-ce qu'on aura que de l'interface vocale et de l'échange comme on l'a avec les humains et ça se passe super bien, comme on le sait tous, ou est-ce que c'est que de l'écran? Certainement, on aura un truc hybride qui sera potentiellement mieux parce qu'il y a plein de moments où on se retrouve avec un écran, on se dit ça irait quand même plus vite. Voilà. Donc on aura un truc hybride. Mais les constantes vont rester probablement les mêmes et voilà, que ça soit des choix de choses spécifiques où on aura besoin de contrôle si on veut plus ou moins de bleu, une palette de bleu ou un bleu spécifique où en fait on s'en fiche. Voilà, tout ça restera là et juste en fonction du contexte, on utilisera les outils qu'on a. Maintenant, on a l'IA qui sera un outil supplémentaire. Ce que c'est que de faire du design, ça va rester là. C'est juste en fonction du contexte, les solutions qu'on a sont juste la palette est plus large. Voilà. Je sais pas si c'était complètement pertinent ce que je dis. Mais... Je suis entièrement d'accord avec cette observation. Et par exemple, un des fondamentaux de notre métier, consiste à observer les gens qui utilisent une technologie. Et donc, on n'a pas forcément besoin toujours de tout savoir à l'avance et on peut faire des paris. Tiens, j'ai l'impression que l'interface devrait fonctionner comme ça. Et le réflexe qui semble pertinent, et je ne crois pas qu'il va disparaître, c'est de se dire, mais est-ce que mon hypothèse, elle est correcte? Est-ce que effectivement, quand je place telle interface, telle technologie face à quelqu'un qui est censé en bénéficier, est-ce que cette personne, elle se comporte conformément à l'hypothèse que j'avais faite. Et je pense que ça, c'est un art autant qu'une science qui va pas disparaître. Donc, il y a peut-être qu'il y aura des nouvelles règles qui vont émerger, peut-être qu'il y en a certaines qui vont disparaître. Mais par exemple, cette pratique-là, elle n'a pas de raison de disparaître. De la manière que on a toujours besoin de continuer à réfléchir à comment est-ce que je construis un business qui est fiable, enfin qui est viable. Un business qui va pas mettre la clé sous la porte demain matin. Ça, tu peux mettre tout l'IA que tu veux, tu vas continuer à te poser cette question-là. Donc en fait, je suis entièrement d'accord. Il y a certains fondamentaux qui ne changent pas, mais le paradoxe, c'est que il y a quand même des choses qui changent. Ce qu'on a vu sur le processus de construction avec une IA qui te permet de faire une sorte de V1 en 1 seconde, et après, toi, quelque part, tu l'affines en fonction de ta vision. C'est quand même un processus très différent par rapport à un processus de V1 qui est tellement long qu'en fait, c'est en le faisant que tu génères ta vision de la V1. Donc, tu vois, je sais pas ce que ça a comme conséquence, mais c'est sûr que ça va créer des cerveaux de designers, par exemple, un petit peu différents, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est au début de tout ça. Donc, il y a des évidences. Là, on se pose des questions qui paraissent complètement floues, et dans 5 ans, tout ça, on va dire, bien sûr que la réponse, c'était ça. Mais c'est pas très grave, en fait. On n'a peut-être pas besoin d'avoir la réponse pour démarrer et se mettre en route, je crois. Donc pour finir, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux juste compléter que l'investisseur dont tu faisais référence, c'est une personnalité dont on entend beaucoup parler ces derniers jours. C'est Jeff Bezos qui disait justement
qu'on veut pas seulement investir sur les choses qui vont changer dans 10 ans, mais sur les choses qui vont rester dans 10 ans et au-delà. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Rémi et Pauline, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, on va passer à l'apéro et puis surtout Rémi est avec nous pour des questions en solo. Et merci beaucoup d'être là. Voilà. Merci.